Yaoundé, janvier 1983. Vincent Dickou Migniem, 37 ans, directeur respecté de la Cambank, ne s'est pas présenté au travail. Une absence qui intrigue ses collègues, lui qui est connu pour sa rigueur et son professionnalisme. Des collègues alertent la famille élargie qui tente en vain de le joindre. Marinette, son épouse, affirme avec assurance qu'il est parti en voyage d'affaires imprévu. Mais il y a quand même quelque chose qui ne colle pas dans ce qu'elle dit. Personne à la banque n'est au courant d'un tel voyage. Par contre, ce que personne ne sait encore, c'est que cette disparition va révéler l'une des affaires criminelles les plus marquantes de l'histoire du Cameroun. Une affaire si choquante qu'elle va introduire dans le langage courant une expression particulière pour menacer son conjoint. Je vais te dicoumiser marinettement. Au moment des faits, Vincent Dickou Migniem a 37 ans. Il est directeur à la Cambank et il incarne ce qu'on appelle un homme ayant ce qu'on appellerait un parcours professionnel exemplaire. C'est un homme brillant, rigoureux, ambitieux et il s'est imposé comme un travailleur acharné, respecté par ses pairs. Au-delà de sa carrière, Vincent est un mari qui est aimant et c'est un père qui est attentionné pour ses 3 enfants. Il veille à leur offrir un environnement privilégié dans un quartier aisé de Yaoundé. Mais les témoignages sont unanimes sur sa droiture et son intégrité. Ses collègues, ses amis, sa famille, tous dépeignent l'image d'un homme qui est dévoué à sa profession comme à sa famille. Son épouse, Marinette Dickou, 31 ans, née Ndombé d'Inde, est une femme instruite. Elle est diplômée en sociologie, elle exerce comme professeure au lycée, elle est belle, elle est intelligente, elle complète parfaitement l'image du couple modèle que l'on se fait de ces deux-là. Avant de rencontrer Vincent, Marinette avait connu plusieurs relations amoureuses, marquées par des déceptions et une quête de stabilité financière et émotionnelle. Leur rencontre se fait dans un cadre qui est professionnel, où ils partagent très rapidement une certaine complicité. Et Vincent va voir en Marinette la femme idéale pour fonder une famille. Leur mariage est célébré avec faste et ils s'installent dans un quartier assez huppé de la capitale du Cameroun, à Yaoundé. Le couple aura 3 enfants qui vont grandir dans un environnement qui est plutôt privilégié. La famille Dickou, comme on les appelle, représentait aux yeux de tous ce qu'on appelle un modèle de réussite sociale. C'est un couple qui est instruit, qui a des enfants heureux, qui a une vie paisible et rangée, une famille qui est vraiment idéale en apparence. Mais derrière cette façade se cachait une autre réalité. En fait, après quelques années de bonheur apparent, des tensions commencent à émerger au sein du couple. Vincent est souvent accaparé par son travail, il est de moins en moins présent, Marinette le soupçonne également d'infidélité, elles se sont négligées et cette insatisfaction va la pousser progressivement à chercher du réconfort ailleurs. Lorsque Vincent disparaît, le comportement de Marinette intrigue les enquêteurs. Son calme inhabituel face à la situation éveille les premiers soupçons. Les interrogatoires révéleront des failles dans son alibi et ces récits comportent des incohérences qui sont troublantes. Dans le tourbillon de son insatisfaction croissante, Marinette fait la connaissance d'un homme qui s'appelle Ambang Mbandje Richard. C'est un sergent-chef militaire qui est basé à Bafang,
au Cameroun. Et leur première rencontre marque le début d'une relation qui va changer drastiquement la trajectoire de leur vie. Les échanges entre Marinette et Richard deviennent très rapidement passionnels. Elle est emportée par cette liaison tumultueuse, elle en oublie quasiment toute prudence, elle multiplie les rencontres clandestines, les communications avec son amant, des communications compromettantes. Et cette passion qui va la dévorer va éclipser toute rationalité chez cette femme qui est pourtant éduquée, instruite et respectée dans la communauté. De son côté, son mari n'est pas du tout dupe. Très rapidement, il se rend compte des changements subtils dans le comportement de son épouse. Ça éveille des soupçons. Et les absences inexpliquées, les appels téléphoniques secrets, les mensonges de plus en plus fréquents, il commence à surveiller ses moindres faits et gestes. Un jour, lors d'une violente dispute entre Marinette et Vincent, certaines vérités vont être dites entre les époux. Vincent est furieux. Il confronte Marinette et menace de la quitter et d'entamer une procédure de divorce. Pour Marinette, cette perspective de divorce représente bien plus que la fin d'un mariage. C'est la perte de son confort, de son statut social, de sa stabilité financière. Elle est prise de panique face à cette menace. Elle va élaborer alors un plan aussi désespéré que diabolique. Marinette veut se débarrasser définitivement de son mari pour éviter la ruine et pour pouvoir vivre librement avec son amant. Ce qui apparaîtra plus tard dans l'enquête des aveux de Marinette elle-même, c'est que plusieurs tentatives d'assassinat infructueuses avaient déjà été instigées contre Vincent. Ça, c'est quand même le signe d'une détermination qui est assez glaçante. En tout cas, Marinette est résolue à parvenir à ses fins et elle va passer à l'action. Elle recrute d'abord 3 complices pour l'aider dans son crime. Mpuli, Nzana et Mbouté. Ce sont des hommes de main qui sont prêts à tout pour de l'argent. Ce qui avait commencé comme une simple liaison va finalement se transformer, comme je le disais tout à l'heure, en l'un des faits divers les plus sordides de l'année au Cameroun. La nuit fatidique. Nous sommes en janvier 1983, tout semble ordinaire. Vincent rentre du travail à l'heure habituelle, visiblement épuisé par une journée éprouvante qu'il a passée à la Cambank. Rien ne laisse présager que cette soirée sera sa dernière. En franchissant le seuil de son domicile, il trouve son épouse qui est confortablement installée dans le salon, plongée dans un livre, comme à l'accoutumée. Rien d'anormal, rien de surprenant. Marinette a toujours été une passionnée de lecture, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Vincent va prendre des nouvelles de la famille, donc de sa femme, des enfants. Les enfants entendent la voix de leur père, ils accourent vers lui, ils sont contents de le voir, ils se jettent sur lui, ils lui font des câlins, lui aussi le leur rend bien. Bref, ils profitent de ce petit moment de retrouvailles le soir en famille, comme ça se fait dans toutes les familles. Ils savourent ces moments de tendresse, voilà, sans autre arrière-pensée. Marinette, elle, joue également son rôle d'épouse aimante. Elle embrasse son mari et s'empresse de lui servir un bol de lait chaud. Elle prétexte que ce bol va l'aider à se détendre après sa journée difficile. Ce que Vincent ne sait pas à ce moment-là, c'est que dans ce breuvage, apparemment innocent, Marinette a discrètement versé une forte dose de somnifère, préparant ainsi méticuleusement la suite de son plan. Très épuisé et sans méfiance, Vincent ingurgite d'un trait tout le contenu du bol de lait, ignorant complètement le piège qui lui a été tendu par celle qu'il avait choisie pour partager sa vie. Les effets du somnifère ne tardent pas à se manifester. De plus en plus somnolent, Vincent entre dans sa chambre, s'affale immédiatement sur son lit et va sombrer rapidement dans un profond sommeil. Les enfants, eux, sont déjà allés aussi se coucher dans leur chambre et Marinette peut
désormais lancer l'exécution de son plan macabre. Elle a reçu dans l'après-midi ses 3 exécuteurs, Mpuli, Nzana et Ambouté, qu'elle a très soigneusement dissimulés dans la cuisine, attendant patiemment le moment propice. Ces 3 hommes de main qui se sont saoulés au whisky pour se donner un peu de courage, pénètrent dans la chambre où repose Vincent, qui est déjà inconscient, et avec une brutalité froide et calculée, ils vont assassiner cet homme endormi, le rouant de coups jusqu'à ce que la vie quitte son corps. Pendant que son mari est brutalement battu à mort, c'est effroyable, à quelques mètres à peine d'elle, Marinette, elle, reste tranquillement assise au salon lisant un traité de sociologie comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Quand le forfait est commis, il faut très rapidement se débarrasser du corps. Le cadavre de Vincent est soigneusement emballé, puis chargé dans la malle arrière de son propre véhicule à lui. Marinette, c'est elle qui prend le volant avec un sang-froid qui est déconcertant. Elle est accompagnée de ses 3 complices. Elle fait d'abord escale dans un quartier de Yaoundé qui s'appelle Emana. Elle y récupère en banque Banjo Richard, son amant et complice dans cette affaire. Et tous les 5 vont se diriger vers leur destination finale, qui n'est autre que les rives du fleuve Sanaga, où ils vont jeter le corps soigneusement attaché à une pierre pour éviter qu'il ne remonte à la surface. De retour de leur expédition morbide, le groupe ne va rien trouver d'autre que de se rendre dans un bar pour fêter la réussite, entre guillemets, de leur opération, comme s'il ne s'était rien passé. Ils trinquent à leur succès, pendant que dans une maison silencieuse, 3 enfants dorment paisiblement, ignorant encore qu'ils ne reverront jamais leur pauvre papa. But karma is a bitch. Alors qu'ils pensent avoir commis le crime parfait, le destin va très vite rattraper ces assassins qui pensaient avoir tout prévu. Karma is coming for you guys. L'enquête va être rapide et implacable. Pourquoi? Parce que Marinette et ses complices ont laissé derrière eux tellement d'indices compromettants. N'est pas criminel qui veut, mais qui peut. Dès le lendemain de la disparition de Vincent, ses collègues de la Cambank déjà s'inquiètent de son absence inhabituelle. C'est un homme qui est connu pour sa ponctualité, son professionnalisme et n'a pas du tout prévenu quiconque du fait qu'il serait absent. Sa famille élargie, n'ayant pas de nouvelles, commence également à s'interroger. Où est Vincent? Qu'est-ce qui se passe? Ses collègues contactent sa famille contacte ses collègues et confrontée à des questions, Marinette s'enferme dans un mensonge qui va rapidement s'effondrer. Comme je le disais un peu plus tôt, elle affirme avec assurance que son mari est parti précipitamment en voyage d'affaires. Mais ça ne colle pas parce que personne à la banque ne peut confirmer cette version des faits. Quel voyage professionnel tu vas faire et aucun de tes collègues n'est au courant. Aucune mission, aucun déplacement professionnel n'avait été prévu pour Vincent Dikoum. Comment peut-il partir quelque part sans que son employeur ne le sache? Les premières fissures dans l'histoire apparaissent donc très rapidement. Le boy de la maison fait également une révélation aux enquêteurs. Il affirme avoir trouvé dans la baignoire du sang le matin suivant la disparition, ainsi que des draps ensanglantés, comme s'ils avaient été dissimulés à la hâte par quelqu'un. D'autres témoignages accablants vont s'accumuler. Par exemple, la coiffeuse du quartier, quand elle est interrogée par la police, elle va déclarer qu'elle avait été intriguée par l'état inhabituel de la chevelure de Marinette Dikoum quand elle était venue à sa visite en gros au salon. Ses cheveux étaient anormalement poussiéreux. Un voisin rapporte également avoir aperçu en pleine nuit des mouvements étranges autour de la résidence des Dikoum. Le gérant du bar du coin, là où ils étaient partis fêter leur victoire, entre guillemets, affirme catégoriquement avoir reçu donc Madame Dikoum en compagnie de plusieurs hommes cette nuit-là. Selon lui, le groupe
semblait célébrer avec enthousiasme la réussite d'un événement important en commandant plusieurs bouteilles de whisky, trinquant avec joie, une joie qui n'était pas du tout dissimulée. Face à ce faisceau d'indices concordants, la police va très rapidement ouvrir une enquête et soumettre évidemment Marinette à un interrogatoire assez rigoureux. Confrontée à ces preuves accablantes et aux contradictions de son propre récit, Marinette va finir par craquer sous la pression et révéler l'horrible vérité. Dans un aveu assez glaçant, Marinette reconnaît être l'instigatrice de l'assassinat de son mari. Elle révèle aux enquêteurs les détails macabres de cette nuit fatale et surtout, elle indique l'emplacement précis où ils ont immergé le corps de Vincent. Sans perdre de temps, une brigade d'hommes grenouilles des forces navales basée à Douala va être immobilisée. Après plusieurs heures de recherche dans les eaux du fleuve, le fleuve Sanaga, ils finissent par repêcher donc le corps de M. Vincent Dikoum, confirmant ainsi les aveux de sa propre épouse. L'enquête révèle également la liaison de Marinette avec Ombangbadjo Richard, le sergent-chef militaire basé à Bafon. Ce qui apparaît clairement comme le véritable mobile du crime. En fait, Marinette a orchestré le meurtre de son mari pour pouvoir vivre librement sa passion adultère, tout en conservant évidemment le confort matériel que lui procurait son mariage. Par contre, lorsqu'elle est interrogée par la police, elle va dire que son mari était infidèle et qu'il aurait en gros fini les ressources de la famille avec sa maîtresse. Il aurait vidé les économies de la famille avec ses maîtresses et les aurait en gros appauvries. Dans les jours qui suivent, ses complices Mpouli, Nzana et Ambouté sont arrêtés dans la foulée, complétant ainsi le démantèlement de ce qu'on peut appeler ce réseau criminel. Fait quand même qui est très important et qui, à mon sens, mérite d'être souligné ici, leur arrestation rapide. Ça démontre quand même clairement de l'efficacité des forces de l'ordre camerounaises face à un crime qui était quand même particulièrement odieux. Ils n'ont pas du tout traîné à aller arrêter cette femme. Le procès de Marinette Dikoum et de ses complices s'ouvre dans un climat de tension qui est palpable. L'affaire fait grand bruit au Cameroun. Les médias couvrent chaque détail, chaque témoignage, transformant ces tragédies familiales en un véritable phénomène de société. On a quand même une femme dans les années 70 qui va tuer son époux pour pouvoir vivre libre avec son amant. L'opinion publique est profondément choquée par cette femme qui a froidement orchestré la mort de son mari. Comment une épouse, une mère de 3 enfants, une professeure respectée, a-t-elle pu commettre un acte d'une telle cruauté? Les débats font rage dans les foyers, les bureaux, les marchés. Partout, on dissèque les motivations de Marinette, cette femme devenue le symbole d'une trahison ultime. Mais cette affaire a également bouleversé ce que je pourrais appeler les valeurs traditionnelles au Cameroun. Plus troublant encore, elle semble avoir inspiré plusieurs autres crimes sordides dans son sillage, comme si le tabou du crime familial, une fois brisé, d'autres osaient désormais franchir cette ligne rouge. On note alors une flambée inquiétante de ce type de meurtre au Cameroun en cette année 1983. Les titres de presse en témoignent avec une régularité qui est juste alarmante. Par exemple, vous avez un titre qui dit « Lequier, crime à Etam Kouma, un mari exécuté par son épouse à coups de machette ». Drame à Etoudi, elle blesse mortellement son mari. Bref, il y a un effet de contagion qui semble indéniable. Plus révélateur encore, l'impact culturel de cette affaire. Les femmes vont créer ce que je disais tout à l'heure, le verbe dikoumiser pour menacer leurs époux infidèles et ou récalcitrants. C'est ainsi qu'on entendait dans certains foyers des phrases comme « Si tu tentes encore de me tromper ».
Je vais te dicoumiser marinettement. Cette expression, mêlant humour noir et menace à peine voilée, illustre à quel point l'affaire a marqué les esprits. Au tribunal, les témoignages accablants se succèdent. La reconstitution minutieuse des faits ne laisse très clairement aucune place au doute. Chaque élément présenté par l'accusation renforce la culpabilité de Marinette et de ses complices. Le sang-froid dont elle a fait preuve, l'exécution méthodique de son plan, sa participation active à l'élimination du corps, tout concourt à dessiner le portrait d'une criminelle calculatrice. Le juge la décrira d'ailleurs comme une femme dénuée de tout remords. Les avocats de Marinette, les avocats donc de la défense, vont eux tenter de plaider les circonstances atténuantes en évoquant les tensions conjugales, les infidélités de Vincent, qui aurait donc dilapidé, comme je le disais tout à l'heure, la fortune familiale avec cette Cheese, laissant ainsi sa femme désemparée face à cette situation. Mais leurs arguments apparaissent dérisoires face quand même à la gravité des faits qui sont reprochés à leur cliente. Le verdict va donc tomber assez rapidement, c'est la prison à vie pour Marinette et ses complices. La justice a offert une certaine forme de réparation symbolique à la mémoire de Vincent Dicoum et à ses orphelins. Alors, à ce stade, vous dites qu'elle est jetée en prison, qu'on ne va plus entendre parler d'elle. Eh bien, que nenni, pas du tout. Marinette est transférée d'abord à la prison de Fou, où elle entame ce qui sera une longue parenthèse dans sa vie, parce que derrière ces murs, elle doit réapprendre à exister, mais cette fois sans le confort et le statut social qui avait jusque-là caractérisé son existence. Alors, les premières années sont difficiles. Sa notoriété quand même la précède, elle est connue au Cameroun à cause du crime qu'elle a commis, et l'histoire de son crime fait d'elle une paria parmi les détenus. Beaucoup vont la rejeter, refusant de s'associer à celle qui incarne désormais la figure de l'épouse meurtrière. Et dans l'univers carcéral où il y a une hiérarchie quand même qui s'établit selon des codes rigides, Marinette va mettre du temps à trouver sa place. Mais peu à peu, elle va s'adapter à cette nouvelle réalité et elle va commencer lentement à tisser des liens, à comprendre les règles qui régissent la prison. Et elle entreprend une surprenante reconversion intérieure. Elle se construit ce qu'elle appelle un nouveau foyer avec téléviseur, livres, meubles, bref. Elle se reconstruit vraiment une maison au sein de la prison. Elle s'implique activement aussi dans la vie de la prison. Elle participe à diverses activités. Elle s'investit dans l'éducation des autres détenus. Rappelez-vous quand même qu'au moment de son crime, cette femme était enseignante. Donc, elle va mettre à profit ces connaissances qu'elle avait pour instruire les autres femmes. Elle devient même une figure maternelle pour certains prisonniers qui sont beaucoup plus jeunes. Alors, au fil des années, Marinette va gagner le respect, non seulement des détenus, mais aussi du personnel pénitentiaire. Et donc, pendant ce temps, elle est, on va dire, entre-temps plutôt, elle est complètement abandonnée par son amant, Ambang Banjeu Richard, pour qui elle avait quand même tout sacrifié. Lui aussi est allé en prison. Et celui qui était au cœur de sa passion destructrice, si on peut appeler ça ainsi, n'a jamais cherché à entretenir un quelconque lien avec elle après son incarcération. Ses enfants aussi vont l'abandonner. Ils sont incapables de lui pardonner le crime qu'elle a commis contre leur père. Et pour exprimer ses regrets et demander la clémence de la société, Marinette va écrire un livre depuis sa cellule. Après 24 ans d'incarcération et contre toute attente, l'histoire de Marinette va connaître un rebondissement spectaculaire. On est en décembre 2026 et on a un décret présidentiel qui lui accorde une remise en liberté. C'est comme ça que le 16 janvier 2007, Marinette, qui est désormais âgée de 55 ans, est libérée. Alors ce jour-là, les médias annoncent sa libération, une cérémonie sobre mais officielle et même organisée. Elle est présidée par le préfet même du département de la Méfou.
et en format de l'époque. Vous voyez quand même que c'est une cérémonie, c'est officiel, voilà. Mais la nouvelle ne passe pas. Elle crée quand même une onde de choc dans l'opinion publique camerounaise. Comment cette femme condamnée à perpétuité pour le meurtre de son mari peut-elle comme ça soudainement se retrouver en liberté et limite fêter à sa sortie de prison? En plus, Marinette ne fait pas du tout un profil bas quand elle sort de prison en 2007. Elle multiplie les déclarations fracassantes, notamment cette phrase qui va faire scandale une fois encore au Cameroun. Elle va dire « Quelqu'un m'attend déjà quelque part ». Hey, une provocation qui ne passe pas inaperçue, surtout auprès de son ancienne belle famille. Donc toi, tu sors de prison et tu dis en plus que tu as déjà quelqu'un qui t'attend. Désormais libre en tout cas, Marinette disparaît tranquillement des radars, mais pour seulement un moment. Quelle histoire à rebondissement, n'est-ce pas? En tout cas, l'affaire Dikoum n'a pas fini de vous surprendre. On est en mars 2007, soit 2 mois seulement après sa libération. Donc Marinette Dikoum décide de se rendre en prison pour une petite visite de courtoisie à ses anciens co-détenus de la prison de Mfou. Quelle erreur! Quelle erreur! Parce que contre toute attente, elle est interpellée dans des circonstances spectaculaires. En fait, les gendarmes tentent d'abord de l'interpeller sur instruction du procureur de la République. Cette tentative d'arrestation la laisse, elle, complètement désemparée. Alors, ni une ni deux, alors qu'elle est dans son véhicule, elle démarre la voiture en tromble. Les gendarmes, eux aussi, montent sur leur véhicule et se lancent à ses trousses dans une véritable course-poursuite avant de l'arrêter, alors qu'elle se trouvait toujours au volant de sa voiture aux environs du collège Père Monti, en Mfou. Marinette, elle comprend pas pourquoi on l'arrête, alors qu'elle avait été libérée en grande pompe, quelques mois auparavant, c'est passé dans les journaux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la raison officielle, c'est qu'elle elle a fait du trafic de remise de peine. La voilà donc réincarcérée à la prison principale de Mfou, alors qu'elle était simplement venue rendre visite à ses anciens co-détenus. Hey, un rebondissement que même les professionnels du droit au Cameroun qualifient d'inédit pour ce pays. Le ministre de la Justice de l'époque tente d'éteindre un petit peu l'incendie médiatique en accusant alors le régisseur de la prison d'être à l'origine du trafic. Mais cette explication ne va pas convaincre les gens dans les milieux judiciaires où on sait pertinemment que les remises de peine impliquent forcément toute une chaîne de décisions du ministre jusqu'aux établissements pénitentiaire. Donc, elle n'a pas pu être remise en liberté sans que les ministères ne soient impliqués. En coulisses, une commission d'enquête va découvrir des tripatouillages dans l'application de la remise de peine, d'autant plus que les co-meurtriers de Marinette, qui sont détenus eux aussi, à Tcholiré et à Yoko, réclament désormais le même traitement de faveur puisqu'ils ont été condamnés à la même peine qu'elle et la même année. L'affaire prend alors une dimension qui est politique. Des sources vont évoquer une bataille entre des clans, entre des personnalités du secrétariat général de la présidence, des responsables de la chancellerie. Et en fait, ces clans, il y en a qui soutiennent le fait que Marinette doit sortir, d'autres non. Marinette Dikoum, elle, se retrouve comme simple pion peut-être dans un jeu de pouvoir plus grand qu'elle. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la justice, elle, va trancher très rapidement son cas. Marinette doit encore purger 638 jours de peine. Sa libération finale sera programmée et se tiendra dans la plus grande discrétion cette fois-ci, le 27 décembre 2008. Une affaire qui illustre parfaitement comment la frontière entre justice et politique peut parfois s'avérer terriblement floue. Que retenir de cette affaire? Eh bien, vous savez, les crimes passionnels sont parfois les crimes les plus imprévisibles, car ils naissent souvent de la peur, de la jalousie, du désespoir. Vous pouvez vous retrouver face à une
passion dévorante, une peur de perdre un statut et vous vous retrouvez avec un crime qui anéantit plusieurs vies. Dans notre histoire, Marinette est une femme instruite. Elle a commis l'irréparable et l'a payé par de très longues années de prison. Cela ne lui a pas permis de garder ce statut qu'elle essayait à tout prix de préserver, ni de garder son amant pour lequel elle était prête à tout sacrifier. Sa condamnation à des années de prison n'a pas permis de ramener Vincent à sa famille. 3 enfants ont été privés à la fois de leur père et de leur mère. Cette histoire est un rappel cruel que certaines décisions sont irréversibles. Dans tous les cas, Marinette Dikoum restera à jamais l'une des criminelles les plus tristement célèbres du Cameroun. Voilà, c'est la fin de notre histoire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma manière de l'aborder et de vous la présenter. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, que ce soit sur ma manière de raconter ou sur le fond de l'histoire en elle-même. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire et en attendant, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de fermer vos portes et vos fenêtres. Je vous dis bye!